L'essor du crowdfunding immobilier entre logique juridique et logique managériale. Stéphane Heunet, bonjour. Bonjour. Stéphane Heunet, donc co-auteur de ce texte dans la Revue Française de Gestion, numéro spécial Le management face au judiciaire, avec Gurvan, il m'excusera, Branelec, Brest Business School, membre du laboratoire Lego. Voilà, donc l'université de Brest, Vannes, c'est ça? C'est ça. Le crowdfunding immobilier d'abord, c'est pas tout à fait le crowdfunding qu'on a en tête. Hein. C'est pas je vais participer en faisant un don à un projet. Là, on est sur quelque chose de particulier. On est sur un segment très particulier du crowdfunding qui toutefois est relativement actif en montant notamment puisqu'on est à peu près à 100 millions d'euros. Donc une récente étude d'Exerfi publiée en mai 2018 a donné tous ces chiffres-là. Donc on est à plus de 80% d'augmentation en un an. Mais c'est vraiment un crowdfunding financier qui n'est pas du tout philanthropique. On peut dire que dans le crowdfunding, il y a deux grosses branches. Le philanthropique avec des logiques par don, par contrepartie ou préachat. Et puis un crowdfunding beaucoup plus financier, par prêt ou par fonds propres. Et dans le cas de l'immobilier, on peut avoir un financement par crowdfunding immobilier par prêt ou par fonds propres. Donc on est bien dans cette vision très financière qui peut sembler effectivement un petit peu différente, en tout cas, de la logique de défendre des causes, de soutenir un territoire, comme on le voit le plus souvent dans les différentes études qui évoquent le crowdfunding. Donc c'est ce qui nous a intéressé de faire cette focale sur le crowdfunding immobilier, parce que le crowd equity, donc le financement par la foule en levant des fonds propres, vit aujourd'hui majoritairement sur ce segment de l'immobilier. Quels acteurs de ce segment? On a un marché de plateformes avec, sur le papier, 35 plateformes, mais en fait très peu sont actives. Donc c'est un marché qui est encore en recherche de modèles et de stabilité. On a 4 principales grosses plateformes qui sont pour certaines des plateformes qui ne font pas que de l'immobilier, d'autres qui ne font que de l'immobilier. Les projets qui se proposent sur ces plateformes sont soit des projets proposés par des promoteurs immobiliers qui souhaitent avoir une première levée de fonds leur permettant de lancer un programme immobilier. Ça peut être des constructeurs immobiliers, ça peut être des marchands de biens. Donc on est sur l'investissement en neuf, locatif, le viager. Donc une diversité en fait, d'opérations immobilières avec l'appétence des Français pour l'immobilier, qui explique qu'ils regardent ça de très près, et des taux de rendement entre 9 à 12% qui ne sont pas pour déplaire à un grand nombre d'investisseurs. Donc c'est clairement un produit financier sur ce segment avec la facilité que propose une plateforme d'intermédiation comme les plateformes de crowdfunding immobilier. On se doute que ça pose des petits enjeux de régulation à partir du moment où... Effectivement, ces acteurs en fait, ont occupé une place qui était laissée libre et développant des activités sans bénéficier au départ d'accréditation ou en tout cas d'une reconnaissance avec un label qui de fait n'existait pas il y a encore de cela 3 ans, ou bien en proposant des formules qui, notamment par le biais d'holding ou par le biais de sociétés civiles, sont très proches de ce qui pourrait être considéré comme illégal. On flirte avec cette idée effectivement que le régulateur observe une innovation financière à travers le crowdfunding immobilier, n'arrive pas forcément à s'en emparer, comme pour d'autres types d'innovations en lien avec les fintech, et part du principe finalement que l'autorégulation peut-être être une bonne solution. C'est ce que les acteurs eux-mêmes préfèrent faire, plutôt que d'attendre qu'une régulation s'impose à eux avec une logique de droit dur. Là, on est dans une logique de droit souple, autorégulation par des associations qui se créent nationalement, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, et donnant un code de bonne conduite, une charte éthique. Donc on a tout un appareillage qui permet effectivement de se dire qu'il y a une autorégulation, mais ce qui n'empêche pas des défauts de transparence, d'information, des retards dans des paiements, des redressements judiciaires. Et au fond, cette autorégulation ne suffit pas pour pouvoir stabiliser ou en tout cas garantir une confiance sur ce marché du crowdfunding immobilier.
Et se pose la question finalement comment une plateforme peut être dotée d'un capital confiance, comment créer du partenariat avec un tiers de confiance, comment développer des dispositifs de confiance à double échelle, parce que c'est à la fois la confiance que les internautes pourraient avoir envers les institutions elles-mêmes qui portent effectivement ces dispositifs, et puis envers les plateformes qui sont en concurrence, qui ont un modèle économique assez basique finalement. Elles prélèvent un pourcentage en termes de commission sur les fonds levés, et ça les contraint d'un point de vue managérial à faire du chiffre, à faire de la taille critique, et peut-être parfois ne pas être toujours dans l'obsession de la sélection des meilleurs projets. Donc il y a une mise en tension, en tout cas, d'un modèle managérial qui pousse effectivement à un développement en termes plutôt de taille et des perspectives et des logiques juridiques. C'est pour ça qu'on avait effectivement envoyé ce papier à ce numéro spécial, parce qu'on croise bien le droit et la gestion, avec mon collègue juriste et moi gestionnaire, et de voir qu'il y a souvent ces tensions. C'est-à-dire qu'il y a du business, il y a de l'argent dans ce marché de l'immobilier, et le régulateur et également la puissance publique. Le président de la République lui-même, en 2016, s'était exprimé sur ce sujet du crowdfunding immobilier en indiquant qu'il fallait trouver des solutions. Mais jamais le pouvoir public aujourd'hui indique qu'il faut mettre fin à tout cela et prendre du temps. Non, il faut trouver des solutions, il faut faire de l'innovation, il faut permettre à ce que ces acteurs se développent, parce qu'ailleurs ils se développent, et c'est très dommage que la France s'en prive. Et la France est allée assez loin finalement en régulation sur le crowdfunding par rapport à d'autres pays européens. Donc il y a un pari qui est fait là-dessus. Et sur la question de l'immobilier, où on croise et également des logiques financières qu'on connaît bien, mais avec des logiques immobilières que le régulateur connaît un peu moins bien, on se retrouve avec des pratiques qui nécessitent encore une régulation et des mises en tension, et vers plutôt une co-régulation, où la puissance publique avec les acteurs de la régulation eh bien, sont en dialogue régulier. Et c'est ce dialogue de co-construction qui pourrait amener à stabiliser un marché qui effectivement est destiné à continuer à se développer. L'essor du crowdfunding immobilier pour découvrir aussi et commencer à travailler de la façon dont on peut gagner la confiance, la façon dont on peut élaborer un business model, voilà, autour de ces questions et les sujets de gestion que ça pose. Votre article, à lire absolument. À lire. À lire, Revue française de gestion, le management face au judiciaire, numéro 269. Merci Stéphane. Merci.